Bonjour groupe, comment ça va? Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à ton cours d'éthique et ton podcast préféré, avec de bien gros guillemets à préférer. Je vois que plusieurs sont là néanmoins chaque semaine. Pour vous donner une idée sur 200, vous êtes 200 en ce moment, 200 étudiants et étudiantes dans ce cours. Il y en a à peu près 100, là, je dirais, qui ont adopté la formule du podcast, qui écoutent, en tout cas, qui m'ont transmis les indices. C'est comme ça que je le mesure. Je regarde un petit peu mes téléchargements, mais disons que les indices, ça donne vraiment un bon indice pour détecter ou pour mesurer l'écoute des podcasts. J'espère que ça vous aide à vous familiariser avec le contenu de chaque module. Puis j'espère que vous appréciez ces petits rendez-vous là, juste entre nous, juste toi et moi, à chaque semaine. Tiens, salutations au passage. J'en ai pris quelques noms au passage. Il y a Danny, attendez, son nom complet. Danny Brudol Basso Junkeng, qui cette semaine m'a confié avoir écouté, pour lui c'était l'épisode 256, il écoutait ça au bord de l'eau, avec, comme dit-il, le beau vent là, qui venait sur mon visage et le soleil qui commence tout doucement à prendre de la place dans notre quotidien. Un rêveur et poète, ce Danny, puis c'est vrai que ça fait du bien, hein? On a un petit peu les épaules un peu plus légères, me semble-t-il. On respire mieux l'été. Salutations aussi à Anthony Gauthier, qui lui écoute le podcast en vélo. Puis savez-vous que c'est interdit, Anthony? Ça me fait rire quand j'ai vu ça. C'est interdit d'écouter des podcasts en vélo, Anthony. Le code de la route vous l'interdit. Puis là, je me disais, voilà, c'est son premier vrai dilemme, là. D'un côté, est-ce que j'écoute mon podcast préféré? Ou de l'autre côté, je dois respecter la loi. Puis là, on voit qu'Anthony a pris une décision déchirante. Bravo pour cette décision. Salutations aussi à Maëlle Giguère qui me disait que grâce au podcast, son appartement n'aura jamais été aussi propre. Parce qu'elle fait son ménage probablement là, en écoutant son podcast. Bravo, au moins ça servira à ça, Maëlle. Donc merci pour vos petits mots. Je les commenterai pas tous ici, là, mais évidemment je les lis tous, puis ça fait du bien. Là. Il y en a plusieurs qui en profitent en m'envoyant leurs indices de podcast, de me saluer puis de dire quelques mots comme ça. Puis moi aussi, ça me fait du bien. Mes étudiants me manquent l'été, ça c'est sûr. Puis ce podcast, c'est une belle façon de remplir, d'essayer de combler ce manque, ce vaste manque. OK, avant de sauter dans le contenu cette semaine, les TP1, je suis en train de corriger les TP1, puis ça avance, puis c'est le fun, j'allais dire c'est le fun. C'est pas si le fun à faire que ça, de la correction, là. C'est quand même long, je corrige, j'édite, je fais des ajouts, je m'arrange pour... Dans le fond, c'est ça que j'essaie de faire avec vos TP1, là. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait un peu rapidement. Il y en a qui ont fait ça la veille, d'ailleurs, j'ai vu ça. Mais j'essaie de le faire. Je fais des modifications, des ajouts pour m'assurer que votre TP1 permet de passer aisément au TP2 puis qui compromet pas trop la réussite de votre TP2 parce que c'est ça qui est important. Pour certains aussi, j'essaie de faire des modifications pour le rendre un peu plus concret. Il y en a certains qui passent un peu à côté, là, puis je leur dis, là, si vous partez avec ce TP1-là, vous risquez de vous briser les dents dans le TP2, puis vous risquez de travailler pendant 8 semaines sur sur un problème que vous n'allez pas rencontrer dans votre vie, puis ça se peut que vous ayez bien du problème, puis pour 25 points, des fois, ça mérite d'investir quelques heures supplémentaires sur ce TP1. C'est sûrement pas votre cas, là, mais des fois, ça ressemble un petit peu à ça. Puis, j'essaie aussi de vous donner des rétroactions audio. Je le fais pour chacune des équipes. Puis, j'espère que vous allez les écouter. Au moins, écoutez, ça serait absurde de faire tout ça, puis de vous faire des enregistrements audio, puis de vous donner des rétroactions, puis que ça soit pas écouté, ou pire, que vous haissiez ça, des rétroactions audio, là. Écoutez, vous me le direz, là, je le ferai plus si c'est pas apprécié. Mais je suis convaincu que seul sera, en tout cas, moi, ça me permet de cadrer un petit peu le ton de mes commentaires. Puis c'est sûr que ce serait facile pour moi de juste éditer un peu vos TP1 puis vous donner une note, là, mais
ça vous aiderait pas nécessairement. Donc, j'espère que ces rétroactions, qu'elles soient écrites ou à l'audio, là, vous aideront à faire un beau TP2 bien rigoureux et plein de beaux points sur 25 mérités à la fin de ce TP2. OK, le module 5. Qu'est-ce qu'on va voir dans le module 5? Ce qu'on va voir dans le module 5, c'est l'histoire du professionnalisme. Donc, vous l'avez vu, le cours s'appelle « Éthique et professionnalisme ». Ben, ce mot-là, là, professionnalisme, il a une histoire. Et je vais vous raconter l'histoire dans ce module 5 et aussi dans ce podcast. Et le but, ben, c'est pour vous de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Hein, vous connaissez cette petite ritournelle et ben, elle n'aura jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui, que dans ce module 5. Savoir d'où l'on vient. Peut-être l'illustration la plus connue de savoir d'où l'on vient, si on plonge dans la culture plus traditionnelle, là, dans les tragédies grecques. L'illustration la plus classique, c'est Édipe. Connaissez-vous Édipe? Ben, l'histoire d'Édipe, roi. Il s'appelait Édipe et il était roi. Je suis convaincu que vous connaissez cette histoire, vous l'avez entendue, peut-être avez-vous eu la chance de voir ça au théâtre. Mais je vais vous raconter un peu cette histoire, puis même si vous la connaissez, là, parce qu'il y a un lien avec le thème du cours, puis pour les autres qui n'ont jamais entendu cette histoire, ben là, spoiler, là, je vais vous raconter cette histoire, puis je vais vous raconter les punchs, parce que l'histoire a quand même 2000 ans, là, je pense qu'un jour, il faudra connaître vos classiques et vous rattraper, puis on va en faire un bout aujourd'hui. L'histoire d'Édipe commence comment? Ben, c'est en Grèce, évidemment. Puis la peste, cette infâme maladie s'abat sur la ville de Thébèse, donc la ville d'Édipe. Et Édipe va consulter l'oracle de Delphes. Et sur le temple, il est écrit une belle phrase. C'est écrit sur le temple, « Connais-toi toi-même ». Hein? Vous connaissez cette belle phrase? C'est pas une phrase plus classique en philosophie que « Connais-toi toi-même ». Puis, il regarde sur le temple, il voit cette inscription. Puis, en plus, il consulte l'oracle pour avoir une idée. Comment fait-on pour lutter contre la peste? Et l'oracle lui annonce une bien mauvaise nouvelle. Il lui donne une très belle prédiction. Écoutez, l'oracle lui dit, à Édipe toujours, il lui dit, tu vas tuer ton père et tu vas coucher avec ta mère. Hein? Est-ce qu'il peut y avoir une plus mauvaise nouvelle que celle-là? Et le problème, on l'apprend, si vous avez lu l'histoire d'Édipe, vous la connaissez, là, c'est qu'Édipe, il a été adopté. Édipe, il a été abandonné, il a été adopté, puis il connaît pas vraiment son identité, il connaît pas d'où il vient. Est-ce que vous voyez un petit peu arriver le punch? Et un jour, Édipe, tel que prévu, on le voit venir là. Édipe, il se promène sur la route, puis il a à se défendre contre un inconnu, puis il se défend, puis il tue cet inconnu. Puis plus tard, il va découvrir que l'inconnu en question, c'est Laios, son père. Puis plus tard, toujours dans la même histoire, Édipe va triompher de la Sphinx. Vous savez, la Sphinx qui posait des questions. Peut-être connaissez-vous, l'énigme. Aimez-vous ça, des énigmes? Il y a l'énigme la plus connue, je dirais, de l'histoire des tragédies, sinon de la littérature, qui est posée par la Sphinx. Tiens, je vais vous la poser, l'énigme. Ça va être notre indice de la semaine. Dans le fond, c'est... je vais mettre mon indice ici, puis ça va être la réponse à l'énigme posée par la Sphinx à Édipe. Donc, si vous avez à chercher ça là, sur un moteur de recherche, vous posez cette question-là à ChatGPT. C'est ce qu'il faut lui demander. Là. Mais je vous pose quand même l'énigme, là, appuyez sur pause, puis réfléchissez
à cette énigme là, au moins quelques minutes là, avant de vous retourner encore vers ChatGPT. L'énigme va comme suit, puis vous la poserez là, à vos prochains soupers. Là. L'énigme va comme suit. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi et 3 jambes le soir? Voilà, et si vous avez, maintenant, là, vous avez la réponse, j'imagine, à cette énigme, puis vous m'enverrez juste la réponse là, par courriel, comme indice cette semaine. Et donc, Édipe, lui aussi, a trouvé la réponse, puis il donne sa réponse à la Sphinx, puis la Sphinx dit « Bravo, t'as réussi ». Et Édipe, parce qu'il a eu la bonne réponse comme vous, Édipe gagne le droit d'épouser la reine de la ville, la belle Jocaste. La belle Jocaste, avec qui il partagera le lit, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, voyez-vous arriver l'autre punch. Ben, Jocaste, elle est aussi la mère d'Édipe. Et là, le pauvre Édipe comprend qu'il a tué son père, qu'il a couché avec sa mère. Et là, Édipe, il s'arrache les yeux. Puis là, désolé, c'est trop graphique, là, mais c'est une tragédie grecque. Là. Donc, c'est tragique, ça finit souvent bien mal. Et donc, il s'arrache les yeux, puis ben là, ici, vous comprendre la symbolique de tout ça. Il se prive de toute lumière. Il n'est plus capable de vivre avec cette connaissance. Je pense que c'est ça l'idée. Il s'arrache les yeux. Savoir d'où l'on vient. Hein? Des fois, c'est important. Parce qu'on voudrait pas que ça finisse aussi mal qu'Édipe. Heureusement, moi, je vais vous raconter votre histoire et vos origines professionnelles pour que vous puissiez savoir d'où vous venez. Dans ce module 5, dans l'enregistrement de cours, en fait, lorsque vous allez visionner tout ça, vous allez voir, je vais vous raconter l'histoire du professionnalisme. Bon, évidemment, à partir de la littérature pertinente, là, il y a plusieurs études sociologiques et historiques là, que je vais vous citer dans l'enregistrement et dans le module. Mais dans cet épisode du podcast, je vais vous raconter l'histoire du professionnalisme, mais je vais me concentrer sur la version, le récit que vous propose Georges A. Legault dans son ouvrage Professionnalisme et délibération éthique. D'ailleurs, je vous invite à lire les chapitres 1 et chapitre 2 de l'ouvrage de Legault pour enrichir, préciser, je dirais, votre compréhension de l'histoire du professionnalisme. Ça aussi, c'est complémentaire. Hein. Je vous raconte l'histoire ici dans ce podcast. Je vous la raconte dans le cours, dans l'enregistrement de cours. Puis vous pouvez aussi la lire. Puis en combinant tout ça, là, ça vous permettra de vous familiariser, sinon d'apprendre votre histoire pour savoir d'où vous venez. Mais encore une fois, là, dans cet enregistrement de podcast, on va se concentrer sur la version d'histoire de celle de Monsieur Georges A. Legault. Je vais vous raconter ça en peut-être 25 minutes. Prêt? Musique! L'histoire du professionnalisme commence au tournant des années 1930-1950. En fait, c'est là qu'on va commencer on va reculer bien plus tôt, mais disons qu'on va commencer là. Et que se passe-t-il au tournant de 1930-1950? Deuxième guerre mondiale, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, pour essayer de suivre le récit pendant ce podcast, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir en tête vos grands-parents. Hein, c'est à peu près la même date, là, grand-papa et grand-maman. Je ne sais pas c'est quoi leur nom. Dans mon cas, moi, mon grand-père s'appelait François. Mon autre s'appelait Silvio. Hein, et je les salue là où ils sont. Mais vous, prenez soin de vos grands-parents. Ayez ça en tête. Je suis sûr qu'ils sont encore tout près de vous. Ils portent une belle sagesse. Et justement, cette sagesse, ça va vous permettre de reconnecter avec l'histoire du professionnalisme. En 1930, vos grands-parents, en fait non, pour reculer à 1930, ce serait plus vos arrière-grands-parents,
Ayez en tête vos arrière-grands-parents, les parents de vos grands-parents. Puis imaginez-vous des personnes qui sont comme vous, là, c'est-à-dire qu'ils sont passionnés de sciences, de technologie, puis ils ont toutes sortes de projets en tête. Puis dans leur cas, c'était construire nos villes, nos routes, nos usines, exploiter les terres, exploiter les forêts, baliser notre coin du monde. Puis, vos arrière-grands-parents ont décidé de se regrouper autour de certaines valeurs, de certains projets, de certains idéaux, ambitions. Puis, on est en 1930, puis on se regroupe, puis on va créer des corporations professionnelles. Hein, c'est les premières associations, en tout cas, c'est celles qu'on peut retracer le plus loin, disons, dans l'histoire que je vais vous raconter, les corporations professionnelles qui sont regroupées. Ça ressemble, le modèle, c'est assez plaqué sur le modèle religieux. Le modèle religieux était très populaire à l'époque, là. Donc, on se crée des corporations qui ressemblent un petit peu au modèle religieux. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a des signes puis des gestes qui persistent encore aujourd'hui, là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand vous allez faire partie d'ordre professionnel, il y a toujours des rites qui sont inspirés de cette tradition-là religieuse, là. Que ce soit les ingénieurs, les avocats, les arpenteurs, les médecins, les notaires, ils font tous là une espèce d'engagement solennel où on se regroupe, on fait une promesse, on va faire partie d'un ordre. Hein, le terme ordre, comme ordre professionnel, ça vient du sacerdoce, là, c'est-à-dire qu'on se faisait ordonner comme prêtre. Hein, les ordres religieux, les ordres sacerdotaux, c'est de cette origine là, que vient le mot ordre. Puis d'ailleurs, à cette époque, ceux qui font partie des ordres, c'est pas les ordres professionnels, les corporations professionnelles, on va dire qu'ils ont la vocation. Hein, ils ont entendu la voix. Un peu comme les prêtres, mais là, on a entendu la voix de la médecine, puis on a entendu la voix de l'ingénieur, puis on va construire le monde et construire un monde meilleur et protéger le public. Et on va y consacrer toute notre vie, une vie de service et de dévotion. C'était comme ça que c'était conçu à l'époque. Et à l'époque, de quelle époque on parle? On parle de 1900, toujours, de 1930. Et vos arrière-grands-pères, vos arrière-grand-mères ont l'appel à la vocation. Et voilà, hein, ce sont les premiers pas là, des professions qu'on dit libérales et organisées. Libérales au sens où ils étaient libres, avocats, notaires, arpenteurs, ingénieurs, agronomes. C'est ça, là, les premières corporations professionnelles au Québec. Libéral, je le disais, au sens de libre. Hein? Libre d'esprit, ce sont des personnes libres de contraintes, libres de salaire d'ailleurs. Il n'y a pas de salaire qui sont donnés aux avocats, aux notaires. Mais ils sont très chèrement payés, mais c'est avec des honoraires. Il y a des traces de ça aujourd'hui. J'en parlais un peu plus tôt, la cérémonie du jonc chez les ingénieurs, là, c'est exactement ça. Là, c'est un beau rite de passage, on se tient par la main, on chante les louanges des idéaux de la profession, puis vous allez voir, c'est un rite de passage un peu anachronique, un peu étrange. J'ai hâte de voir vous me direz ce que vous en pensez de tout ça. Je vais peut-être ouvrir un forum là-dessus, mais moi, je trouve ça quand même émouvant de voir ce genre de geste. La tradition, moi, ça m'émeut encore. C'est-à-dire qu'un geste répété là, d'une génération à l'autre, on répète le geste, on comprend pas trop la symbolique de tout ça, puis le sens, mais on le répète peut-être en faisant confiance un peu à la sagesse de celles et ceux qui nous ont précédés. Mais ça m'émeut encore, là, le mystère de tout ça. Et on est en 1930-1950, je le disais, on a des beaux regroupements, on s'est regroupé sur un modèle calqué sur le modèle religieux. C'est un modèle où on se donne des valeurs, on se laisse guider par des valeurs, on se laisse guider par l'excellence de notre discipline. Puis, 1930-1950, on passe à la guerre, 39-45, la guerre.
It's that war never changes. Et puis, fin de la guerre. Voilà, c'est fait. C'est fait. Ça s'est bien passé pour vous. Hein? Et retour post-guerre. Celle-là, vous connaissez un peu mieux l'histoire, hein, ce qu'on appelle Au Québec, sociologiquement, il se passe quelque chose d'important. Ce qu'on appelle le baby boom. Les baby boomers. D'ailleurs, je me fais souvent traiter de baby boomer. Je l'ai fait sur un meme, il y a un étudiant qui me traitait de baby boomers. Je suis pas un baby boomer. Moi aussi, j'en veux aux baby boomers. Peut-être pas pour les mêmes raisons que vous, là, mais les baby boomers, c'est une belle grande génération, mais ils sont nombreux parce que post-deuxième guerre, il faut repeupler la société, repeupler le Québec. Puis sociologiquement, là, ça va influencer à peu près tout au Québec, avoir un si grand nombre. Ça va influencer la politique pendant des années, sinon l'histoire même du Québec pendant plusieurs années. On est autour de 1950 et il va y avoir plusieurs bouleversements qui sont liés à cette arrivée massive des boomers. D'abord, décroissance du travail manuel. À l'époque, c'est ce qui se passe là. Le travail manuel post-deuxième guerre, il y en a de moins en moins. On a de moins en moins de besoin d'ouvriers. On a de plus en plus de besoin de personnes pour exercer un travail intellectuel, un travail de bureau. Ce qui fait en sorte que cette masse va se rediriger vers les formations plus intellectuelles, formations universitaires notamment. Ce qui va faire une forte pression sur l'enseignement universitaire. Là, on est au tournant de 1960 peut-être. C'est ce qu'on appelle au Québec la Révolution tranquille. Il y a une révolution, mais il n'y a pas de sang qui est versé. C'est pour ça qu'on dit que c'est tranquille. Là. C'est une révolution à travers le savoir, l'éducation, la pression des baby boomers sur exactement ça, là, sur le savoir, l'éducation. Puis, développement du savoir universitaire. C'est ça. En 1950-1970, c'est une période très féconde. Pour vous, là, c'est carrément vos grands-parents. Hein, vos grands-parents ils sont nés, là. Ce sont eux, les baby boomers. Donc, vos grands-parents, ils se forment, et ils s'éduquent. Puis, il y a plein de nouveaux champs du savoir et d'expertise qui vont apparaître. Des savoirs donc, c'est une combinaison là, de savoir pratique et de savoir intellectuel à l'époque. Mais c'est surtout la pression sociologique là, sur ces savoirs universitaires qui est importante. Là. Et ce qui se passe, c'est que le milieu universitaire est pas prêt. Le milieu du travail n'est pas prêt non plus. Puis, ça crée une pression intense sur nos belles corporations professionnelles. Vous savez, nos belles corporations professionnelles, le modèle qui est calqué sur le modèle religieux, là, ils savent pas quoi faire de tous ces baby boomers. Vos grands-parents, là, ils sont très nombreux. Puis, tout le monde veut devenir ingénieur, médecin, arpenteur, notaire. Là. Tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'en plus, à l'époque, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Puis en plus, avec ces nouvelles formations-là universitaires, il y a des nouveaux champs d'exercice du savoir qui se développent. Éducation, administration, psychologie, sciences sociales, gestion. Tout ce beau monde-là finissent par être formés, sont éduqués. Puis, il va y avoir naissance de plusieurs nouvelles associations professionnelles, plusieurs nouvelles corporations professionnelles. C'est là où on va voir les associations des psychologues, les corporations d'administrateurs, de gestionnaires, de comptables. Puis, pour le système professionnel, ce qui se passe dans le système, c'est qu'avec cette pression intense dans le système, non seulement la pression est là pour qu'on ouvre les portes des professions existantes, on n'arrête pas de leur dire, les ingénieurs, vous devez en accueillir plus, puis médecins aussi, là, parce que tout le monde veut devenir ça, on a besoin de monde, on a besoin que vous ouvriez vos portes, parce qu'il y en a plusieurs là, qui rêvent des mêmes libertés et avantages sociaux et du prestige là, associé à ces
ces professions-là. Il y a de la pression sur les pressions existantes, pression pour créer de nouvelles associations, de nouvelles corporations. Il y a des associations qui sont très rigoureuses, d'autres un peu moins. Mais là, on est au tournant des années 70, puis c'est un peu le chaos, là. Il y a beaucoup de pression, mais il n'y a pas beaucoup d'organisation dans tout ça. Puis, imaginez-vous, là, il y a plusieurs professionnels, il y en a plusieurs qui se disent des professionnels qui ne le sont pas vraiment. Il y a plusieurs qui se disent psychologues, puis ils ont reçu une drôle de formation. Il y en a plusieurs qui aimeraient être médecins, puis ils peuvent pas rentrer. Il y en a certains qui se disent compétents, puis qui ne le sont pas vraiment. On a des problèmes d'homogénéité dans la formation, d'incohérence, même dans la qualité de la formation. Le chaos. Hein? Et qui dit chaos, dit besoin de faire de l'ordre. Et là, au sens propre et figuré, c'est exactement ce qui va se faire, je vous le dis. On est au tournant des années 70. Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va faire de l'ordre. En fait, on va créer des ordres professionnels. On est en 1973, tiens, pour être plus précis. Et quand je vous parlais de chaos, là, si je vous donne un exemple plus précis, il y a la commission, je vais parler de la commission Charbonneau, mais à l'époque, c'était il y avait une autre commission, la commission Castonguay-Nepveux. C'est une commission sur la santé et les professionnels. Puis, le contexte, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de pression dans le système de santé, c'est tellement devenu le chaos. L'exemple, c'était les médecins chirurgiens qui étaient formés à l'Université de Montréal. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont formés à Montréal, puis les ordres professionnels refusent. En fait, le collège des chirurgiens, des médecins chirurgiens refuse de reconnaître que la formation à l'Université de Montréal, elle est pertinente, elle est valide, elle est valable. Puis imaginez, vous former à l'Université de Montréal, puis à la fin de votre formation, on refuse que vous soyez reconnu comme médecin chirurgien. Ça grogne, puis ça grogne fort, puis lorsque ça grogne fort, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se retourne souvent vers le législateur, hein, vers celles et ceux qui créent des lois. Et on va créer des lois. Hein, on va créer des lois pour faire de l'ordre. On va créer des lois spécifiques qui seront liées, presque pour toujours maintenant, à l'idée même d'un ordre professionnel. Je le dis encore, on est en 1973, on va créer le Code des professions. Ah, c'est lui le document fondateur. C'est un document qui a force de loi. C'est une loi, le Code des professions. C'est dans ce code qu'on va déterminer qui peut utiliser des titres professionnels. À partir de 1973, ce sera déterminé dans une loi qui peut prétendre être un ingénieur, un chimiste, un arpenteur, géomètre, là. C'est dans la loi. Qui peut être médecin, c'est dans la loi. Qui peut poser même des gestes, hein, le geste médical, un avis agronomique, un avis d'ingénieur, tout ça, là. Qui peut manipuler des produits chimiques, qui peut faire produire un certificat de localisation. Ces actes-là, désormais, c'est encadré par des lois. Des lois qui disent qui peut prétendre au titre et qui peut poser des gestes. Et ça, c'est au tournant de 1973 qu'on a ça, puis j'espère que vous prenez la mesure de la force et de l'ampleur de ce changement social, mais aussi ce changement au cœur du système professionnel. Alors, on le voit là, c'est une profession qui se définissait, hein, quand je vous racontais l'histoire du professionnalisme, au début, c'est des personnes qui s'associent, qui se donnent des valeurs, qui se donnent des standards peut-être, mais là, c'est la loi là, qui, depuis 1973, décide de tout ça. Et pourquoi la loi intervient? Justement parce qu'il y avait des problèmes à l'interne, hein, des problèmes d'organisation. Je parlais du chaos, des pressions. Il y avait aussi certaines crises. On faisait de moins en moins confiance à celles et ceux qui exerçaient leur profession. Il y avait une crise de confiance
envers certains membres de certains ordres professionnels. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même chose. À chaque fois qu'il y a une crise, ça, ce mouvement-là, là, je vous le raconte une fois, là, mais dans l'histoire du professionnalisme, c'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a le chaos, il y a une crise de confiance, puis on se retourne vers le législateur, puis le législateur, à chaque fois, il crée des lois, il crée des contraintes, il crée des barrières à l'entrée. Hein? C'est pas n'importe qui va pouvoir faire partie d'un ordre professionnel. Il crée des contraintes à la formation. La loi va décider que non, ils devront être formés. Ils devront être formés de telle façon. Puis on va créer des instances pour s'assurer qu'ils soient formés de la bonne façon et dans les bons endroits. On va même surveiller les membres. On va se donner des institutions pour les surveiller. On va se donner des organisations pour les sanctionner au besoin. 1973, hein, c'est un beau pivot. Et suit les années 80. On avance, hein, et il faut avancer. Là, 1980, tiens, je vais mettre la musique ici. Là, 1980, ça me prend du techno. Là. Tiens, je vais mettre de la musique ici, un petit peu de techno. Là. What brought us to this? What brought us to ce sont les années 80. Là ici, tiens, c'est ma jeunesse. Imaginez votre prof là avec des chandails fluo trop jaunes, puis avec les cheveux courts sur le top, courts sur le dessus, puis longs en arrière. Ça revient un peu à la mode, là, mais dans les années 80, c'était à ça que je ressemblais là, avec mon beau mulet, puis chandail fluo. Puis vos parents ressemblaient un peu à ça dans les années 80. Puis dans le système professionnel, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans les années 80? C'est intéressant. C'est le mouvement on l'appelle la qualité totale, là, du quality management, total quality management, ou le management par la qualité. C'est une mauvaise traduction, mais on va y aller comme ça. Là. C'est la naissance des normes ISO. Hein, connaissez-vous les normes ISO? Les normes ISO dans les années 80, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que on va se donner des normes de qualité, des normes qui traversent les professions, qui ne dépendent plus des acteurs, mais qui dépendent de standards. On va se donner des standards, puis peu importe qui exerce la profession, ce qui est important, c'est pas grave, l'important c'est qu'il respecte les standards. Et pourquoi? Mais pour satisfaire le client. Donc l'idée du clientélisme, là, elle est forte dans les années 80, puis ça vient de là. La satisfaction du client à tout prix, c'est un courant fort, non seulement dans le marketing, mais dans l'histoire du professionnalisme aussi. La qualité à tout prix, les normes ISO, nommez votre chiffre préféré, il y a une norme probablement qui est liée à ça. La satisfaction du client, la finalité ultime, c'est ça, là, c'est que le client il soit satisfait. Puis pour vous, là, dans l'histoire du professionnalisme, c'est un passage important parce que c'est important de satisfaire votre client. Ça devient super important dans votre profession. Puis pour vous, votre client, c'est qui? Ben, votre client, pour vous, c'est votre patron. Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que, en fait, si on se place du côté de votre ordre professionnel, le client, c'est pas celui qui paye. Là. Celui qui paye, c'est le client de votre patron peut-être, ou c'est le client de votre employeur peut-être. Mais pour vous, en tant que professionnel, votre principal client, c'est celui qui est le principal bénéficiaire de vos services. Puis celui-là, c'est qui? Ben, c'est souvent votre patron. Et cette idée-là là, de satisfaire le patron à tout prix ou le client à tout prix, ça va prendre une place importante dans l'histoire du professionnalisme. Puis, d'un point de vue de philosophe, puis là maintenant, ben vous avez les connaissances pour comprendre ce que je vais vous raconter là. Le modèle qui était là à l'époque là, jusqu'à 1980, c'est un modèle qui est plutôt basé sur l'éthique de la vertu. Là. C'est-à-dire que c'est quoi le bon agir, c'est quoi la bonne décision, c'est celle qui sera prise par celui qui incarne la vertu. Qui incarne la vertu? Ben, c'est le professionnel qui incarnait typiquement la vertu. Là. C'est quoi la bonne décision? C'est la décision qui sera prise par
un professionnel qui, lui, incarne certaines valeurs comme la protection du public, la santé du public. C'est ça la ritournelle, c'est ça l'argumentaire qui se cache derrière le système professionnel. Puis en 1980, c'est plus ça du tout, là. On va quitter drastiquement le modèle qui est celui de l'éthique de la vertu, puis ce qui compte, ce n'est plus la qualité de l'acteur. Ce qui importe, c'est la qualité de l'acte qui sera posé. Hein? C'est le résultat de l'acte qui sera posé. C'est pas l'intégrité de la personne qui nous importe. Ce qui nous importe, peu importe l'intégrité, ce qui nous importe, c'est la qualité de son geste, c'est la qualité de son service, c'est la satisfaction du client en tant que tel. Puis ça, c'est important parce que d'un point de vue d'exercice de la profession, peut-être qu'il faut le rappeler, le bon geste pour un professionnel, c'est pas toujours un geste qui fait l'affaire du client, hein, qui est souvent le client, rappelons-le, c'est souvent votre patron, là. C'est pas parce que ça fait pas exactement l'affaire du client que c'est pas la bonne décision. Puis c'est pas parce que ça satisfait le patron que c'est nécessairement la bonne décision. J'espère que vous voyez ça. Là, parfois, dans l'exercice de votre profession, il faut justement, au contraire, être capable de poser un geste qui peut être frustrant pour le client, qui peut être frustrant pour votre patron parce que votre objectif, en tout cas, si on se place on prend un petit peu de perspective historique, votre but, c'est pas seulement de satisfaire le client. Oui, c'est de satisfaire le client, mais ce n'est pas uniquement de satisfaire le client. Il y a d'autres idéaux là, qui sont là derrière l'exercice de votre profession. D'ailleurs, ce conflit-là, le conflit de ce qu'on appelle le conflit de loyauté, là, on va le laisser en suspens, là, ce conflit-là là, entre votre allégeance au patron, hein, servir le client, puis votre allégeance à la protection du public. Ce beau conflit-là, on va y revenir au module 8 lorsqu'on va parler du conflit de loyauté. Donc, je le laisse en suspens, mais gardez en tête là, que c'est entre autres au tournant des années 80 là, que ça va devenir plus prégnant et important, ce genre de conflit-là. Mais donc, on était au tournant des années 80. C'est le mouvement de la qualité totale, c'est le mouvement des normes ISO, du client pleinement satisfait. C'est ça l'idée principale, c'est la satisfaction du client, peu importe. Les vertus du professionnel importent peu. L'intégrité, l'honnêteté du professionnel importe peu. Ce qui est important, c'est que le client soit satisfait. Et on passe des années 80 à 2000. Là ici, c'est une longue période de temps, mais en même temps, il faut avancer par à coup, là. Parce que ce qui se passe dans les années 2000, c'est du moins dans l'histoire que nous raconte Legault fait des années 2000 une période de crise et une période de remise en question du système professionnel. Et à l'époque, ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces professionnels-là? Est-ce que le système professionnel a échoué? Est-ce qu'on a besoin du système professionnel? Est-ce qu'on pourrait pas simplement se contenter de juste s'assurer qu'il respecte et qu'il donne un service de qualité? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un autre professionnel de ces valeurs partagées-là s'ils ne respectent plus ces valeurs-là? Il y a plus vraiment de cohésion et de cohérence dans tout ça. Ils ont des beaux idéaux, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont de la difficulté à les respecter, ces idéaux-là. Ils se disent qu'ils sont là pour protéger le public, mais ils ont l'air d'être là aussi pour servir d'autres intérêts. À quoi ça sert? On pose toutes sortes de questions. Hein. C'est ce que Legault parle d'une période de redéfinition. Legault parle même de disparition potentielle. C'est ça les années 2000. Et vous arrivez à ce bien drôle de moment dans l'histoire du professionnalisme parce que à la fin de toute bonne histoire, ça finit bien et ça finit avec vous. Avec toi là, qui m'écoute attentivement, j'espère encore. Après cette belle histoire du professionnalisme, je te la raconte. Puis qu'est-ce que t'en penses de toute cette histoire-là? Est-ce que tu as l'impression que
en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression que votre profession, elle est encore en crise? Est-ce que pour toi, ça fait du sens? Le terme professionnel, est-ce que tu dis, waouh, moi, les autres professionnels, j'ai hâte d'en faire partie? Ou tu te dis, bof, ce que ça donne, ça coûte trop cher, les cotisations, puis je comprends pas la pertinence de tout ça. Qu'est-ce que vous savez de votre ordre professionnel? Qu'est-ce que vous connaissez de votre identité professionnelle? Comment ça va, votre profession en ce moment? Est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est vouée à disparaître? Puis, quand je vous pose ces questions-là, sachez que ça varie beaucoup les réponses d'une profession à l'autre. Si je pose ce genre de questions-là à un futur arpenteur géomètre, pour eux, leur profession, ça se définit presque exclusivement en fonction, c'est-à-dire que un arpenteur géomètre, il se voit différemment autre chose que sa profession. C'est-à-dire que son identité, elle est souvent claire. Il le sait qu'il va faire partie d'un autre professionnel, puis il le sait ce que ça vaut, il le sait que c'est encadré par des lois, il sait tout ça, alors que pour l'ingénieur, souvent, il se définit souvent en fonction de ses compétences. Son identité professionnelle, elle est souvent fondue avec son employeur potentiel. Pour le chimiste, son identité professionnelle, ben, elle est souvent très faible. Souvent, il ignore même qu'il peut faire partie d'un ordre professionnel. Donc, vous voyez, je vous raconte cette histoire-là là, comme si toutes les professions étaient semblables, mais il y a différentes façons de concevoir même la profession d'une profession à l'autre. Mais pourtant, ce qui est de commun entre vous tous et toutes, c'est que vous vous dirigez vers une profession. Une profession que vous connaissez souvent mal, dont vous ignorez l'histoire. À part ce court podcast, là, vous dites, ben non, je la connais l'histoire, ils viennent de la raconter. Mais peut-être, il y en a pour certains que c'est tout ce qu'ils connaissent de l'histoire de leur profession. Donc, vous vous dirigez vers une profession que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas l'histoire, et dont plusieurs d'entre vous doutez même de la pertinence, sinon de la valeur. Et pourtant, ben vous dirigez vers une profession. Et pourtant, ben vous avez choisi une profession. En fait, vous ne saviez pas que vous aviez choisi une profession en choisissant un bac en génie, en sciences et génie, mais pour plusieurs d'entre vous, en choisissant votre bac, vous avez choisi d'exercer une profession. J'espère que vous voyez la difficulté, je dirais, existentielle de tout ça, là. C'est-à-dire que vous êtes engagé dans une voie qui vous mène vers une profession, mais dont vous ne connaissez pas l'histoire et dont vous questionnez peut-être déjà la pertinence et la valeur. L'absurde. Avez-vous lu le mythe de Sisyphe de Camus? Il faut lire ça, Camus et le mythe de Sisyphe, parce que c'est de ça qu'on parle. L'absurde, c'est ça, hein? C'est pousser une roche vers le sommet de la montagne. La roche redescend jusqu'en bas de la montagne, puis il faut la remonter jusqu'en haut de la montagne, puis on comprend pas le sens de tout ça. Et pourtant, on pousse la roche jusqu'en haut de la montagne. C'est ça l'absurde. L'absurde, c'est être inscrit dans un programme, travailler fort, un programme qui mène à la profession, une profession dont je ne connais pas l'histoire, dont je comprends difficilement le sens. Comment donner sens maintenant à sa profession? C'est ça maintenant le sens de l'histoire. C'est sortir de l'absurde, puis donner un sens à votre profession, donner un sens à ce que vous faites en ce moment. Hein? Vous vous dirigez vers une profession, vous allez bientôt faire vos pas vers cette profession. C'est le temps maintenant de comprendre ce que c'est. C'est le temps maintenant de comprendre ce que vous allez faire pour donner un sens à ce que vous faites en ce moment. Et si ce que je dis en ce moment, ça vous fait réfléchir, on est sauvé. On est sauvé parce qu'au moins, vous cherchez du sens. Parce que vous cherchez votre propre façon de vous inscrire dans
dans l'histoire du professionnalisme. Parce que vous aussi, en ce moment, vous êtes en train de vous demander, je vais inscrire mes premiers pas dans la voie de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents, de mes parents. Je vais essayer de donner du sens à tout ça. Puis, si ce que je dis, si ça n'a aucun sens, si ça n'a pas de valeur, si vous ne comprenez pas la pertinence de tout ça, je vais pas vous inquiéter, mais vous êtes en train de suivre un cours qui vous mène. Vous voyez le cheminement absurde, là? Si pour vous, ça fait pas du sens ce que je dis, là, vous êtes en train de suivre un cours qui vous mène vers un cours que vous n'aimez pas, qui vous mène vers une profession qui, pour vous, n'a pas de pertinence dans votre cursus, puis vous cheminez vers une profession qui n'a pas de valeur, n'a pas d'histoire, n'a pas de sens, puis en plus, une profession qui mériterait de disparaître. Ça aussi, c'est un peu l'absurde. Puis vous racontez une histoire, l'histoire du professionnalisme pendant 25 minutes, vous avez raison. Ce serait une très grande perte de temps. Hein? Ça fait mal, hein? Mais vous le savez, je suis loin d'être aussi pessimiste dans mon bureau ce matin. Au contraire, vous le savez, là, si vous m'avez vu agir dans ce cours-là, si je vous donne ce cours, si je vous enseigne tout ça, c'est que je crois très sincèrement à la pertinence de toutes ces questions et de toutes ces réflexions, là. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est pertinent pour vous d'essayer de redonner du sens et de la valeur à votre profession. Puis c'est surtout pertinent de vous raconter tout ça pour vous permettre de reconnecter avec tout ça, hein, de refaire du sens. Puis la beauté, c'est que ça dépend de vous. La beauté de tout ça, c'est que vous avez un pouvoir. Hein? C'est vous, les futurs professionnels de demain. Là. C'est vous qui allez incarner cette profession dans 5 ans. Hein? C'est vous qui pouvez transformer votre profession. Mais avant, fallait savoir d'où vous veniez. Hein? Avant de savoir où on va, faut savoir d'où l'on vient. Faut se connaître soi-même. Et cette petite aventure historique sur fond d'histoire du professionnalisme était nécessaire. Je vous en ai fait un trop bref résumé pour en savoir davantage sur l'histoire de vos prédécesseurs. Voilà, c'est tout pour cette semaine en tout cas. C'est tout pour ce podcast. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Écoutez, on lâche pas. On se revoit la semaine prochaine ici au podcast. Bye bye.